Au sommaire de cette édition, au Togo, le dialogue entre pouvoir et opposition porte déjà ses fruits. Les premières journées de discussion ont accouché de grandes avancées. 45 personnes ont été libérées mardi. Au Mozambique, une montagne de déchets s'est effondrée suite à des pluies torrentielles. Selon le dernier bilan des services de secours, 17 personnes ont été tuées. Le manque de médecins et spécialistes fait le malheur des nouveau-nés et des mères en Centrafrique. Plus de la moitié des infrastructures de santé du pays, selon l'UNICEF, sont gérées par des personnels non qualifiés ou bénévoles. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. La Guinée équatoriale a revendiqué mardi son indépendance totale devant la Cour internationale de la justice face à la France, qu'elle accuse d'avoir violé l'immunité de Théodorin Obiang, vice-président et fils du président équato-guinéen, condamné par un tribunal parisien dans l'affaire dite des biens mal acquis. C'était au deuxième jour d'audience publique devant cette cour contestée par la France. Les détails. En ce deuxième jour d'audience publique, l'ambassadeur de Guinée équatoriale aux Pays-Bas a dénoncé l'indifférence affichée par la France quant au droit de souveraineté et rappelé l'indépendance totale de son pays. Pour Malabo, c'est à des principes fondamentaux en matière d'égalité souveraine et de non-intervention dans les affaires internes d'autres États que la France a porté préjudice. La sentencia emitida el 29 de octubre de 2017. Le jugement rendu le 29 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris contre notre vice-président, en violation flagrante du droit international, a donné lieu à une profonde indignation dans mon pays. Et une telle injustice ne peut être permise. Y no se puede permitir esta injusticia. Le acusamos de no respetar el derecho. Nous accusons la France de ne pas respecter le droit international. Nous accusons la France, ce n'est pas un reproche que nous lui faisons. Tout au long de la séance de lundi, il a été question de mauvaise foi. Se hizo mención a la mala fe. Lundi, Paris a contesté la compétence de la Cour internationale de justice et accusé Malabo de vouloir paralyser la procédure pénale française dans cette affaire. Des arguments balayés du revers de la main par Michael Wood, avocat membre de la Commission du droit international et membre du barreau d'Angleterre. Il est parfaitement regrettable que la France conteste la compétence dans cette affaire qui met en cause les principes fondamentaux de droit international, principes essentiels aux relations ordonnées entre les États, principes qui sont plus essentiels encore dans le monde trouble d'aujourd'hui. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis que la justice française a ouvert en 2016 un procès contre Théodorine Obiang, fils du président Théodoro Obiang et vice-président équato-guinéen, accusé d'avoir pillé les caisses de l'État et d'avoir acheté des propriétés somptueuses dans les endroits les plus chers du monde. Maputo, la capitale du Mozambique, a été le théâtre en début de semaine de montagnes de déchets charriés par des pluies torrentielles. Selon le dernier bilan des services de secours, 17 personnes ont été tuées dans ce drame. Le drame s'est produit à la suite de très fortes pluies. En effet, des monceaux d'ordures se sont abattus sur des habitations précaires dans le quartier de Oulen, en banlieue de Maputo, au Mozambique. 5 maisons ont été détruites. Surpris dans leur sommeil, 17 habitants ont perdu la vie. C'est une tragédie, ce glissement de terrain qui a conduit à l'effondrement des ordures et a enfui 6 maisons. Et dans ces 6 maisons, 17 personnes sont mortes. Il y a eu 4 survivants. Le gouvernement devrait fermer cette décharge et mobiliser les gens à partir parce que c'est un bourbier. Ce sont des maisons dans l'eau. Tout indique que s'il continue à pleuvoir, la décharge s'effondrera peut-être à nouveau. Les violentes pluies qui se sont abattues sur Maputo depuis dimanche ont également provoqué des inondations et endommagé nombre de routes et d'habitations. Le manque cruel de médecins et spécialistes fait le malheur des nouveau-nés et des mères en Centrafrique.
Plus de la moitié des infrastructures de santé du pays, selon l'UNICEF, sont gérées par des personnels non qualifiés ou parfois des volontaires. Reportage. Nous sommes à 100 km de la capitale centrafricaine, Bangui. Les gisements qui filtrent de la salle d'accouchement de la maternité de Bouali n'expriment aucune promesse de bonheur. Les bébés meurent, les mères s'enlisent dans la douleur du deuil. Ici, le taux de mortalité infantile est de 124 pour 1000. Cette mère endeuillée n'est ni la première ni la dernière à subir un tel drame. En Centrafrique, un enfant sur 24 meurt durant son premier mois de vie, le deuxième pire taux de mortalité néonatale au monde, selon un rapport de l'UNICEF. Ce dernier stipule que les centres de santé sont gérés par du personnel non qualifié ou des volontaires. Le docteur Eloi Mbofungu est le seul médecin généraliste de la sous-préfecture de Bouali qui compte un peu plus de 33 000 habitants. Il y a beaucoup de problèmes maintenant, surtout au niveau des soins maternels et infantiles. Il n'y a qu'un seul médecin qui est dans la sous-préfecture de Bouali. Vous savez, selon les normes de l'OMS, un médecin pour 10 malades. Or, présentement, un médecin, c'est pour 30 malades. Vous voyez qu'il y a beaucoup avec 7 régions sanitaires. Il n'y a qu'une seule région, la région 7, qui a ses 5 pédiatres. Vous voyez tout ce qui reste à faire sur le plan des ressources humaines. Maintenant, vous descendez côté paramédical. Vous voyez que là aussi, même si le nombre est assez important, ça ne suffit pas pour couvrir tout le pays avec toute la compétence qu'il faut. À l'échelle du pays, le constat est identique. En ville, une femme sur 2 bénéficie d'au moins une consultation prénatale. La proportion tombe à 1 quart en milieu rural selon l'UNICEF. Cette faible fréquentation est d'abord due au coût des soins et des médicaments, tous à la charge du patient. Les médias togolais sous la rampe des analyses des experts, le rapport du baromètre des médias africains 2017 au Togo vient d'être publié par la Fondation Friedrich Ebert. Plus d'aspects positifs que négatifs et de nombreuses recommandations ont été enregistrées. Ferdinand Gadé, notre correspondant sur place, nous fait ici le point. 12 aspects positifs contre 5 négatifs qui se résument en la dégradation de la qualité des productions, l'instabilité des acteurs des médias, la mauvaise condition de travail des journalistes, la présence accrue des acteurs des médias non formés et l'essoufflement de l'élan de la promotion du genre et des minorités. C'est le tableau que présentent les médias togolais en 2017 d'après le rapport du baromètre des médias africains présenté le 14 février dernier à Lomé. Baromètre africain des médias, un outil d'évaluation qui a été conçu par la Fondation Friedrich Ebert et qui permet de faire une évaluation périodique de la situation des médias dans un pays donné. Pour disposer des médias professionnels et de plein pouvoir, des recommandations sont formulées à l'endroit des acteurs et décideurs dans ce domaine. Sur les 2 derniers secteurs que nous avons des efforts à faire, d'abord l'autorégulation, le respect par les journalistes de leur propre déontologie et également que la politisation des instances de régulation puisse reculer afin de permettre aux journalistes de travailler librement. Selon le représentant résident de Friedrich Ebert, en tant que 4e pouvoir, c'est à la presse qu'il incombe d'assurer la lourde responsabilité d'information, d'éducation et de participation citoyenne constructive pour une démocratie fonctionnelle telle qu'envisagent les Africains. On reste au Togo où, ouvert lundi à Lomé, le dialogue entre pouvoir et opposition porte déjà ses fruits. Les premières journées de discussion ont accouché de grandes résolutions. 45 personnes ont été libérées déjà mardi. La première journée de débat s'est déroulée à huis clos en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise togolaise. Les discussions ont été largement dominées par les mesures d'apaisement exigées par l'opposition. Les conclusions sont fructueuses. Une grâce présidentielle a été signée et sera publiée le 19 février. Il portera sur la libération de 45
sur les 92 personnes détenues dans les prisons du pays à la suite de leur participation aux manifestations. Secondo, le cas de 7 personnes emprisonnées à la suite des incendies des marchés et de mai 2013-2014 serait traduit devant les tribunaux pour que les tribunaux étudient une demande de ce que les avocats appellent liberté provisoire d'ici mercredi 21 février. Les autres détenus, à cause de leur participation aux manifestations, verront leur cas examiné par la justice togolaise afin de déterminer leur sort après étude du bien fondé de leur cas particulier, cas par cas. Les deux parties ont également accepté la suspension des manifestations en attente des résultats découlant du dialogue. Les travaux sont suspendus jusqu'à vendredi, le temps que les deux parties réfléchissent sur certaines questions qui ont été abordées. L'opposition exige la libération des personnes détenues depuis leur arrestation lors de manifestations contre le pouvoir, ainsi que des personnes poursuivies dans le cadre des incendies de Kara et Lomé et le retrait des forces de sécurité dans le nord du pays. Les experts à divers niveaux du domaine du VIH de l'Afrique de l'Ouest étaient en conclave mardi à Cotonou au Bénin. À l'ordre du jour, le renforcement de la surveillance du VIH chez les patients, l'amélioration de la qualité des soins également administrés aux patients. Reportage Claire Stéphane Sacramento. Les experts de 18 pays francophones sont réunis pour 3 jours à Cotonou au Bénin. Le but est d'utiliser les nouveaux outils pour réaliser la suppression virale des personnes vivant avec le VIH, réduire la mortalité et, si possible, l'incidence du VIH. C'est vraiment une occasion importante pour renforcer les systèmes de suivi et évaluation en lien en particulier avec le VIH et les défis particuliers que cela présente pour ce suivi du patient depuis le dépistage jusqu'à l'entrée dans les soins, sa rétention et ensuite les meilleurs résultats possibles pour le patient. C'est une opportunité pour nous, comme décrit dans l'agenda, qui est organisé en 3 sessions principales, de mieux comprendre les lignes directrices qui sont sorties l'année passée avec les nouveaux éléments et 15 recommandations clés qu'on espère connaître par cœur à la fin de cet atelier. Ces nouvelles lignes directrices se concentrent sur le renforcement de la surveillance individuelle des patients pour améliorer, comme ça a été signalé, non seulement la qualité des soins, la rétention du patient et les liens, surtout entre les différents services, par exemple le dépistage et le traitement. Les autorités du Bénin, bien renseignées sur les nouvelles orientations et les outils de surveillance des patients PVVIH, en vantent les mérites. Notre pays fait partie des pays de la sous-région ouest-africaine ayant expérimenté le DHIS2 pour la remontée des données VIH. En effet, depuis 2016, tous les indicateurs VIH ont été paramétrés sur le DHIS2 et la collecte active de l'information VIH à travers un système parallèle s'est transformée en une collecte passive suivant le circuit du Système national d'information et de gestion sanitaire. Durant 3 jours, les spécialistes de la santé auront à maîtriser, entre autres, les nouveaux systèmes d'information pour permettre à la fin la suppression de la charge virale des personnes vivant avec le VIH et une qualité de vie digne. C'est sur cette information santé que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Sika et ses différents sites. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.